Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène à Redmond dans l'État de Washington pour une affaire où il y a trop de suspects et qui restent, malgré non pas un mais bien 2 procès, non résolus. Arpana Yinaga est née le 3 novembre 1984 et a grandi en Inde dans la ville d'Hyderabad. Elle est l'aînée des 2 filles de ses parents, Basava et Nirmala Yinaga. Sa maman est mère au foyer et élève ses 2 filles, et son papa est professeur de génie informatique. Elle développe rapidement de grandes compétences en informatique et remporte des concours prestigieux alors qu'elle n'est qu'une adolescente. Elle poursuit dans cette voie et sa notoriété dans le domaine devient internationale en 2005, quand à l'âge d'à peine 21 ans, elle crée un brouilleur de communication. Ce qui lui vaut un article dans le New Indian Express qui parle des nouveaux inventeurs. Dans cet article, elle parle de son amour des ordinateurs et explique qu'elle souhaite créer de nouvelles choses et, pourquoi pas, finir sa carrière en enseignant comme son papa. Malgré le fait qu'elle a fréquenté les meilleures universités indiennes, sa soif d'apprendre l'entraîne vers les États-Unis pour en savoir encore plus. Elle intègre donc l'université Rutgers dans le New Jersey où elle obtient sa maîtrise en génie électrique et informatique en décembre 2007. Après ses brillantes études, les offres d'emploi pleuvent pour Arpana et elle décide d'en accepter une pour la fameuse société Dell EMC en tant qu'ingénieure d'assurance qualité des logiciels et elle commence à travailler en mars 2008. Cette décision de rester aux États-Unis ne l'empêche pas de rester proche de sa famille en Inde, à qui elle téléphone très souvent. Elle se trouve un appartement au dernier étage du complexe Valley View Apartments qui se trouve à Redmond à Washington. Le choix de cette ville n'est pas dû au hasard. En plus de la société pour laquelle elle travaille désormais, on y trouve les sièges sociaux de Microsoft et de la branche américaine de Nintendo. Arpana est un vrai bourreau de travail et est pleine d'énergie, ce qui lui permet d'obtenir rapidement une promotion et de se retrouver dès le mois d'octobre propulsée au rang de programmeuse principale. En dehors de son travail, sa gentillesse et son humour lui permettent de se faire de nouveaux amis dans cette ville où elle débarque seule en ayant laissé sa famille et ses amis en Inde. Elle est maintenant âgée de 24 ans et mord la vie à pleines dents. Elle prend la décision d'apprendre à faire de la moto et s'achète une Suzuki GS 500. Elle n'avait jamais conduit ce genre d'engin et doit tout apprendre. Elle prend des cours de conduite et rejoint un club de motards, les Pacific Northwest Riders, pour faire des randonnées et améliorer sa connaissance de sa nouvelle monture. Elle fait également du bénévolat dans la caserne de pompiers de la ville et dans le refuge pour animaux. Elle est vraiment inarrêtable. Le vendredi 31 octobre 2008, Arpana est surexcitée. Une méga fête d'Halloween est prévue dans l'immeuble. Le principe est assez original. Chaque appartement est ouvert à tous et présente une ambiance différente. Par exemple, Arpana sera déguisée en petit chaperon rouge et son appartement sera décoré sur le thème de la forêt. Après son travail, elle fait ses derniers achats pour la fête et achève la décoration. La soirée peut enfin commencer. Les voisins passent d'un appartement à l'autre et s'amusent. Le seul point noir vient d'un homme tenant des propos racistes à Arpana, mais cet incident ne gâche en rien la bonne humeur de la jeune femme qui continue à s'amuser. Les fêtards se croisent dans les différents appartements jusqu'à 3 heures du matin, heure à laquelle la fête prend fin et chacun s'en retourne chez soi. Peu après, les voisins d'Arpana entendent des gémissements provenant de son appartement et ressemblant à des relations intimes consenties. Plus tard, vers 8 heures du matin, ces mêmes voisins entendent un grognement suivi d'un bruit sourd venant de chez Arpana. L'eau courante coule ensuite pendant 1 heure. Probablement qu'elle a un peu la gueule de bois et est tombée en se levant avant d'aller se doucher pour reprendre ses esprits. Le lundi, les collègues d'Arpana sont étonnés de ne pas la voir, elle d'habitude si ponctuelle et acharnée au travail. Ils tentent de lui téléphoner mais n'obtiennent aucune réponse. Ses parents sont eux aussi inquiets. Ils n'ont plus de nouvelles de leur fille depuis le jeudi 30 octobre. Son père a un de ses anciens élèves, Jay, qui est devenu professeur aux États-Unis. Il le contacte et lui demande d'aller voir à l'appartement d'Arpana si elle va bien.
Jay s'y rend et rencontre un de ses voisins que j'appellerai Jack, retenez bien ce nom, à qui il explique la situation. Les deux hommes montent jusqu'à l'appartement 8946. Ils frappent à la porte qui s'ouvre toute seule. Elle a visiblement été forcée. Un désordre indescriptible règne, ce qui n'est pas du tout dans l'habitude de la jeune femme. Parmi tout ce fouillis, il découvre le corps de la malheureuse à côté de son lit, nue et ensanglantée, qui, au vu de son état, est décédée depuis quelques jours. La police pense rapidement qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle ni accidentelle. Il y a des signes évidents de lutte et de traumatisme sexuel. Le corps d'Arpana part pour l'autopsie qui révèle qu'elle est morte tôt dans la matinée du samedi 1er novembre. Elle a été étranglée avec un lacet de bottes et asphyxiée. Avant de mourir, elle a reçu des coups à la tête, a eu des dents cassées, a été bâillonnée avec ses sous-vêtements maintenus en place avec du ruban adhésif et agressée sexuellement. Elle a vécu un véritable calvaire. Une cérémonie commémorative a lieu à Redmond quelques jours après le crime et son corps repart ensuite en Inde pour y être inhumé. Les membres de son club de motards disent d'elle « Quand tu la rencontrais, elle te faisait sourire dans les 15 secondes. Elle s'efforçait de réussir dans tout et c'est exactement ce qu'elle a fait. Le monde est un endroit plus triste sans elle, mais les gens qu'elle a touchés pendant qu'elle était ici se souviendront d'elle pour l'éternité. Quel bel hommage !» Quant à l'enquête, elle se poursuit difficilement vu le turnover qui a eu lieu dans les appartements cette fameuse nuit d'Halloween. L'assassin est quelqu'un de brutal mais aussi de prudent. Quand les policiers sont entrés dans l'appartement, ils ont constaté que le corps avait été recouvert d'eau de javel et d'huile de moteur, probablement pour tenter de détruire toute trace ADN, ainsi que pour cacher les odeurs de décomposition. Les mains d'Arpana ont été en contact avec un agent de nettoyage hautement acide. L'assassin a tenté de mettre le feu au corps, mais cette huile ne brûle pas. L'appartement a également été passé à la javel et à l'huile de moteur un peu partout. La couette du lit tachée de sang est dans la baignoire et trempe dans un mélange d'eau et de javel. Des restes d'objets en partie brûlés sont découverts. Une couverture verte, la cape du costume de chaperon rouge, un drap noir et des morceaux de tapis. Certains objets appartenant à la victime ont disparu. Son téléphone portable de la marque BlackBerry, sa carte d'identité et son appareil photo numérique. Le tueur apparaissait-il sur une des photos contenues dans un de ces appareils? C'est probable, car aucun autre objet de valeur n'a été volé. Les fouilles continuent à l'extérieur du bâtiment, dans les poubelles, et les policiers trouvent le reste du costume d'Halloween d'Arpana dans un sac plastique avec son peignoir taché de sang, le reste des draps de lit et le bidon d'huile pour moteur. Mais plus intéressant, la moto Suzuki a également disparu. Le tueur est-il parti avec pour quitter les lieux du meurtre? Le véhicule est activement recherché par toute la police de la ville. Il se trouve que toute cette énergie est dépensée pour rien. En effet, la moto avait tout simplement été déposée par Arpana au garage pour quelques réparations peu avant sa mort. Retour à la case départ. Tous les espoirs des enquêteurs reposent sur les objets qui ont été envoyés au laboratoire criminel de Washington pour analyse, mais ça peut prendre beaucoup de temps. En attendant, certaines personnes ne peuvent s'empêcher de constater qu'Arpana est la 6e personne d'origine indienne, avec un bon emploi et énormément de potentiel, tuée dans le pays en 2008. Se pourrait-il qu'une ou plusieurs personnes soient responsables de crimes de haine contre les Indiens? L'individu qui a fait des remarques déplacées à Arpana quant à sa nationalité pourrait-il être revenu pour la tuer? Le FBI est mis sur le coup par la communauté indienne mais ne donne aucune réponse à ces questions. En octobre 2010, une annonce est faite à la presse. Un suspect est enfin arrêté pour le meurtre d'Arpana. L'homme âgé de 27 ans s'appelle Emmanuel de Melvin Fair et a un casier judiciaire long comme le bras, voire plus. Commerce d'armes, de drogue et de nombreuses agressions sexuelles. Quelques années avant le meurtre, il a agressé une jeune fille de 15 ans sous la menace d'une arme. Il a été arrêté et a plaidé coupable, ce qui a diminué la durée de sa peine. Il a commencé sa peine de prison normalement de 4 ans en 2004, mais est déjà libéré en 2006. Il continue ses délits, passe régulièrement par la case prison et dort dans la rue entre 2 séjours en cellule. Pourquoi le gars intéresse la police? Eh bien, il squattait le canapé d'une amie, voisine d'Arpana, depuis quelques jours quand le meurtre a eu lieu. Laquelle amie ne l'avait pas dit aux policiers quand ils l'ont interrogé. Sauf que le type apparaît sur les photos de la fête. D'après les témoignages, Emmanuel a un peu parlé avec Arpana pendant la fête, mais sans plus. Il a ensuite pas mal interagi avec le voisin d'Arpana,
notre brave Jack. Ils seraient ensuite allés tous les deux dans la voiture de Jack pour écouter de la musique et discuter logiciel de musique. Jack confirme ces faits mais affirme ne plus avoir revu Emmanuel ensuite. La police avait déjà Emmanuel dans le collimateur 3 semaines après le meurtre mais n'avait aucune preuve. Les résultats du laboratoire d'analyse criminelle leur en ont donné une. L'ADN d'Emmanuel était bien dans l'appartement d'Arpana ainsi que sur certains objets que le tueur aurait pu toucher. En plus, il semble qu'il ait menti sur son emploi du temps lors de la fête. Selon lui, il s'était couché dans l'appartement de son ami à 1h du matin. Or, selon l'étude de son téléphone, il a passé beaucoup d'appels à des femmes et, très étrange, à l'ami chez qui il était censé être en train de dormir. Bref, le gars est accusé de meurtre au 1er degré, est emmené à la prison du comté de King et risque une peine de prison à perpétuité. Inutile de vous dire qu'Emmanuel hurle son innocence. Selon ses avocats, d'autres suspects sont plus intéressants mais ont été mis de côté car ils sont blancs contrairement à leurs clients. Les résultats des tests ADN sont également montrés du doigt. Le laboratoire de la police estime que l'ADN d'Emmanuel est 1000 fois plus susceptible d'être celui trouvé sur le corps que celui d'un autre homme afro-américain sans lien de parenté avec lui. Un autre labo, True Allele, appartenant à la société Cybergenetics, a développé un programme de génotype qui démêle les ADN mélangés de plusieurs personnes comme dans notre affaire, qui, quant à lui, estime qu'il y a 56,8 millions de chances qu'Emmanuel soit le coupable. Ses avocats demandent à examiner les codes sources du labo utilisé pour faire leurs tests pour voir s'ils sont fiables, ce que le labo refuse. Les avocats de la défense ne sont pas les seuls à remettre en question ces résultats. Le docteur Dror, un neuroscientifique cognitif, affirme que c'est une erreur de penser qu'un logiciel de génotypage probabiliste est capable d'analyser objectivement les mélanges d'ADN. Comme un être humain, dit-il, le logiciel doit faire des hypothèses sur ce qui constitue ou non une information utile. D'ailleurs, en 2015, des enquêteurs australiens ont découvert une erreur dans le code d'un programme rival de génotypage probabiliste, STR-Mix, et ont annoncé que des résultats incorrects étaient utilisés dans 60 affaires pénales, dont une affaire de meurtre. S'ensuit une longue bataille juridique entre les avocats d'Emmanuel et True Allele, qui malgré tout ça voient la victoire du labo. Du coup, le procès du suspect ne commence qu'en février 2017. Le procureur met en avant le passé trouble de l'accusé et les résultats des tests ADN. Les avocats, quant à eux, remettent ces fameux tests en question. De plus, selon eux, même si c'est vraiment l'ADN de leur client, celui-ci n'a jamais nié être allé dans l'appartement d'Arpana pendant la fête d'Halloween. Et ils vont même plus loin en disant que Jack est tout aussi suspect qu'Emmanuel. Non seulement il connaissait la victime, mais il semble que le procureur ait caché le fait que ce n'est pas seulement l'ADN d'Emmanuel qui a été trouvé sur les lieux, mais bien plusieurs ADN masculins, dont celui de Jack, mais aussi celui d'un autre voisin sur le lacet qui a servi à étrangler la jeune femme. Or, ce voisin-là a un alibi en béton pour cette nuit-là. Ça prouve que l'ADN trouvé sur les lieux n'est pas forcément celui du tueur. Des témoins de la soirée apportent de l'eau au moulin de la défense. Ils expliquent qu'Emmanuel s'est blessé à la lèvre lors de la fête dans l'appartement d'Arpana. Il est d'ailleurs allé se soigner dans la salle de bain. Voilà qui explique la présence de son ADN. Au vu de ces nouveaux éléments, le jury patauge et ne parvient pas à se mettre d'accord sur le verdict, ce qui provoque l'annulation du procès. Pour un second procès, les procureurs aimeraient asseoir Jack aux côtés d'Emmanuel sur le banc des accusés. L'homme avoue qu'il était très proche de la victime et était attiré par elle. Elle s'était éloignée de lui pour faire son bénévolat chez les pompiers et dans le refuge animalier, ce que Jack a assez mal pris. Il reconnaît même avoir arrêté son traitement psychiatrique pendant cette période. Ne me demandez pas quel traitement et de quelle maladie il souffre, les enquêteurs n'ont pas trouvé utile de le lui demander. Il dit être arrivé ivre à la fête et qu'il espérait conclure ce soir-là avec Arpana. Il affirme s'être couché à minuit mais a envoyé des messages à Arpana jusqu'à 3h02 du matin. Selon les avocats d'Emmanuel, ça ne prouve pas que leur client est complice de Jack, mais plutôt que Jack est le seul et unique coupable. Ils mettent en avant le témoignage d'un homme qui vit dans les appartements et qui revenait de son travail à 3h du matin. Il affirme avoir vu un homme blanc se tenir devant la porte d'Arpana. Tiens, pas vraiment la description d'Emmanuel. En plus, le Jack a essayé de quitter le pays le lendemain de la découverte du corps de sa voisine et s'est fait refouler à la frontière canadienne. Quand on ajoute à ça que son ADN a aussi été retrouvé sur les lieux et sur le bidon d'huile de moteur,
et qu'il a raconté à des proches avoir peur d'avoir tué sa voisine dans une crise de somnambulisme, je trouve que nous avons là un bon suspect. Vous vous dites, bingo, le voisin tordu va être arrêté et jugé. Eh ben non. Par contre, Emmanuel repart pour un deuxième procès. Le pire, c'est que Jack vient témoigner à ce procès. In fine, après encore de nombreux doutes des jurés, Emmanuel finit par être reconnu non coupable du meurtre le 11 juin 2019 et relâché après 9 ans de prison. Un des jurés dit « Nous l'avons déclaré non coupable en raison d'un doute raisonnable, pas parce que nous pensions qu'il était complètement innocent. La police pense avoir trouvé le coupable malgré son acquittement et ne cherche donc plus qui pourrait être le tueur. » Emmanuel, quant à lui, réclame des dédommagements pour ses années perdues en prison. En admettant que nos deux lascars soient innocents, qui pourrait être le coupable? Deux hommes pourraient se révéler intéressants. Le premier est Mark Patrick O'Leary, vétéran de l'armée, violeur et cambrioleur à ses heures perdues. Il vivait dans la même région qu'Arpana. Lors de son arrestation, la police a découvert sur son disque dur un fichier crypté appelé The Wretch qui contient 75 gigas de données. La police est certaine que ce fichier contient des preuves de crimes encore plus horribles commis par O'Leary, mais personne n'a jamais réussi à le décrypter. Toujours est-il qu'il n'y a plus rien à craindre de ce type qui purge une peine de prison à vie. Le deuxième homme d'intérêt est lui aussi un vétéran de l'armée et s'appelle Israel Case. Vous en avez certainement entendu parler. Il est arrêté en mars 2012, avoue 8 meurtres, mais il est soupçonné d'en avoir commis au moins 11. C'est un tueur qui prépare minutieusement ses crimes, il va jusqu'à enterrer des kits d'agression près des lieux de ses meurtres et efface les traces de son passage, et il connaît très bien Washington. Le 31 octobre 2008, il quitte Anchorage où il vit pour venir à Seattle où il reste 3 jours. Pour faire quoi? Mystère. Pour les enquêteurs qui se sont penchés sur son cas, il a pu commettre des meurtres avant de repartir pour brouiller les pistes. Et il se vante d'ailleurs d'avoir tué 4 personnes dans l'État de Washington. Malheureusement, Case a mis fin à ses jours dans sa cellule avant son procès et on ne connaîtra peut-être jamais l'identité de toutes ses victimes. Alors selon vous, qui a lâchement attaqué cette belle jeune femme? Jack avec Emmanuel ou un des deux tout seul? Un tueur en série? Un tueur qui s'attaquait aux personnes d'origine indienne? Ou quelqu'un d'autre qu'on ne soupçonne même pas?